Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Sud Radio. Alors Frédéric Brindel, est-ce que vous êtes prêt pour une belle émission ? Bonjour, belle Judith. Non, pardon, belle émission. Enfin, bonjour, super Judith Belair. Ou alors super émission. Bonjour, enfin, super Frédéric Brindel. Ça va être belle et superbe. Chaque jour de 17h à 19h, c'est votre moment sur Sud Radio avec les vraies voix de l'été. Un espace libre et sans filtre où vos opinions comptent vraiment. Ici, on débat, on échange et on parle vrai. Et surtout, on est heureux de partager ça avec vous. Alors prenez la parole et n'hésitez pas sur Sud Radio. Les vraies voix s'appuient sur deux grands rendez-vous, les voici. Le grand débat à 17h30, on le sait, le Premier ministre François Bayrou cherche à économiser 40 milliards d'euros pour l'année à venir. Mais pour Sarah Knafo, figure du mouvement Reconquête, les pistes explorées ne sont pas les bonnes. Je lui trouve 63 milliards à économiser tout de suite. Le problème, c'est que François Bayrou cherche toujours dans les mauvaises poches les vôtres, déclare-t-elle. Parmi ses propositions choc, la privatisation de l'audiovisuel public, une mesure qui, selon elle, permettrait d'injecter immédiatement plus de 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Les chaînes et les radios publiques seraient préservées des pressions des grands groupes privés propriétaires des médias qu'ils orientent suivant leurs intérêts. Mais elles plieraient systématiquement devant le pouvoir politique en place dont elles dépendent depuis des années. Alors au bout du compte, puisqu'il faut faire des économies, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, faut-il privatiser l'audiovisuel public ? Et notre coup de projecteur à 18h40 à Nice, les autorités durcissent le ton contre les excès de vitesse sur la promenade des Anglais où la vitesse est limitée à 50 km/h. Désormais, la dépasser entraîne une garde à vue immédiate. Cette mesure radicale intervient après une série noire d'accidents. 15 morts depuis 2023, dont 4 cette année. Les contrôles se multiplient. 95 voitures ont été arrêtées en seulement 2 heures avec 45 PV et déjà plusieurs permis suspendus. Beaucoup, hein. Ouais. Un radar de chantier a déjà flashé plus de 3000 fois depuis fin mai. Pour la préfecture, l'objectif est clair, faire peur pour protéger. Bon, trop c'est trop, la vitesse tue, si elle n'est pas maîtrisée d'ailleurs. Alors il faut sans doute limiter la vitesse et sans doute également apprendre à maîtriser son véhicule. Mais que faut-il prioriser ? Réduire la vitesse ou mieux conduire ? Baisser la vitesse, c'est ralentir le temps et le temps, c'est de l'argent. Nous vous interrogeons. Sur la réglementation en place en France sur le compte X de Sud Radio, faut-il encore limiter la vitesse sur les routes ? Et vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 301 pour intervenir et puis répondre à ce que vous voulez. D'ailleurs, coup de gueule, coup de cœur au standard de Sud Radio. Allez, nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Botton. Bonjour Samuel. Samuel, vous êtes expert. Dites plus bonjour, hein, ça y est maintenant. Mais vous êtes un petit bonjour. Non, je veux vous entendre dire bonjour. Je me garde pour le quiz musique où j'essaierai de faire plus que 0. Oui, non, mais en voilà. plus, j'en ai préparé un sympa aujourd'hui. Et Samuel, vous êtes expert en communication chez Step Conseil. D'où les bonjours qu'on entend pas. Voilà. C'est cadeau, Samuel. Merci. Un petit training média. Et puis, face à vous, on va voir comment on est. Mathieu Davy. Bonsoir. Bonjour. Ah, Ou ça, bonjour. c'est un Oui, je sais d'ailleurs. bonjour. 17h, bonjour. 18h, bonsoir. Oui, c'est voilà. vrai. Surtout en été. Vous êtes avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Tiens, ça peut aider aussi pour le débat. Tous les deux, là, on l'a un petit peu choisi pour vous aussi, hein, l'audiovisuel public. Vous allez nous régaler ? On espère. Ouais. On espère que vous n'allez pas vous Samuel, entendre, vous surtout. êtes réveillé, Samuel. Je suis très opérationnel, en attente des sujets que je ne connais pas encore. Comment et j'ai ça Comment ça, potassé vous ce les connaissez travail. pas ? Comment ça, vous les connaissez pas Mais encore ? j'imagine qu'on va avoir des questions On d'auditeurs. vous a briefé. Ah, bah, quelle transition. Là, il met tout le monde Merci. d'accord parce qu'on l'a titillé, il nous a fait le lien qui va bien. Le sens du Allez, placement. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez nous appeler Sud Radio, c'est votre radio. On reçoit Baptiste qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Comment ça, Baptiste ? Bonjour. Mais très bien, et vous-même? Ah bah très très bien, surtout avec une bonne voix comme ça, là, Baptiste. Alors Vous moi, avez j'irais l'air en mieux bonne quand je saurais quelle ville des Hauts-de-Seine. Non, mais alors là, en l'occurrence, je suis au boulot, donc je suis pas tout à fait dans ma ville, mais sinon, je vous appelle de Boulogne-Billancourt. forme. Ah bah, ouais, c'est la même ville que nous. Ah bah alors là, Voilà. en sortant, on se fait un petit apéro ou pas, Baptiste ? Je sors du boulot, je vous rejoins. Alors d'accord. Baptiste, vous le savez, le principe, hein, c'est que vous restez avec nous un bon bout de l'émission. Et votre sujet du jour, c'est coup de cœur sous le gouvernement Bayrou. Tiens, Ouais. parce qu'il décide de mettre à contribution les plus riches pour construire son prochain budget. Alors vous dites Bah ouais. que dans un pays dans lequel la pauvreté est au plus haut depuis 30 ans, bah, c'est bon de voir que ceux qui contribuent moins vont être mis à contribution. Ben ouais, parce qu'en fait, il faut trouver de l'argent. Et donc, on pouvait s'attendre de la part du gouvernement Bayrou, chapeauté par Emmanuel Macron, on pouvait s'attendre à ce que, encore une fois, on aille mettre à contribution ceux qui sont déjà un peu en difficulté. Et là, je trouve que c'est génial de voir que les très très riches, les ultra riches, les milliardaires vont être mis à contribution. Et du coup, on échappe à
au concours du géotrousse-tout des mauvaises idées pour gagner de l'argent, on a échappé à la privatisation du service public, à la suppression des jours fériés, à la suppression des 35 heures, à la suppression de tous nos acquis sociaux. Bon, vous êtes à quel degré? Vous êtes au combienième? Au deuxième, au troisième ou au cinquième? Baptiste, on vous a cru au départ. Parce que Samuel Botton, il faisait une drôle de tête en vous écoutant. Allez-y, pardon, je vous ai coupé, Baptiste. Mais vous rassurez-vous, Samuel, c'était vraiment très très ironique. Mais je vois que vous étiez une mèche avec Judith aussi, parce qu'elle vous a lancé pour faire le truc. Alors vous êtes content? Super bien fait, elle l'a vraiment super bien fait. Même moi, pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a bien compris que j'allais être très très ironique? Soit on joue le jeu, soit on le joue pas, mon cher ami. Vous avez super bien vous joué. n'êtes pas content du tout, en fait, Baptiste, c'est ça que je voulais dire. Je suis un peu déprimé. Franchement, il se trouve que je bosse dans une ONG et que du coup, on est abreuvé d'histoires de la situation du pays, du niveau de la pauvreté, du prix des logements. Enfin voilà, c'est déprimant de voir que là. La taxe Zuckman, par exemple, je prends juste cet exemple-là. Les 2% sur les plus riches, hein. Ouais. C'est-à-dire que pour eux vraiment, enfin, pour quelqu'un qui est milliardaire, parce que là, on parle vraiment des milliardaires, on parle de 50 personnes en France, hein. Enfin, à quel point c'est indolore pour eux de leur demander une contribution de 2% qui pourrait ramener autant que d'avoir fait bosser tout le monde 2 ans de plus en repoussant l'âge de la retraite. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est pas un sujet de débat et d'indignation dans ce pays. Mathieu Davy, je suis sûr que vous êtes d'accord avec notre auditeur, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus vendredi dernier et je suis plus que d'accord avec vous, Baptiste. Je suis totalement en accord avec ce que vous dites et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est mais évident. c'est un pansement. Après, ça c'est bien de mettre un pansement, mais sur le fonctionnement, pour éviter que... Parce qu'on peut, ad libitum, prendre de l'argent aux riches, mais sur le fonctionnement, non? On ne peut pas le prendre ad libitum, il faudrait déjà commencer. Oui, d'accord. C'est pas comme si ça faisait 50 ans qu'on menait une politique confiscatoire. Faut remettre un tout petit peu de sérieux dans le débat. Les riches, si on les fait contribuer un peu plus, les très très riches, toutes les études montrent qu'ils vont pas partir, toutes les études montrent que ça change rien pour eux, et très sincèrement, encore une fois, on parle des milliardaires, c'est-à-dire que même vous, sans doute, qui personnellement être assez aisé, moi, je suis pas loin du milliard. Moi, je suis pas loin du milliard. Au moins 30 millions sur mon compte, personnellement aussi. Justement, non, mais c'est ce que je vous dis, c'est que vous parlez des millions. Et nous aussi, on peut faire du deuxième degré, Baptiste. Non, mais attendez, mais on dit la même chose, en fait. Ouais, même bien si sûr. vous étiez millionnaire, mais même si vous étiez millionnaire, vous ne seriez pas concerné par les mesures qu'on pourrait mettre en place. Je rappelle, juste parce que quand on parle des riches, on a tendance à confondre les millionnaires et les milliardaires. Juste pour vous donner une idée de la différence entre 1 million et 1 milliard. 1 million de secondes, c'est 3 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc les millionnaires, tout millionnaire qui soit, c'est des petits joueurs. Ça vous va comme exemple, Samuel Botton ? C'est un très bon exemple et ça me donne envie d'insister sur un point. La taxe Zuckman, c'est un immense rendez-vous raté de la part de nos parlementaires. C'était une bonne solution. Ça permettait à chacun de s'y retrouver sans aller dans l'outrance fiscale et permettre aussi aux entreprises de pratiquer une politique de relance, d'emploi et de tout ce qu'on veut. Après, sur les solutions Bayrou, que voulez-vous que je vous dise? Ça fait 40 ans que la France mène une politique de l'offre, à 2 exceptions près, 97-2001 et 2012-2017, ce qui a donné à peu près les meilleurs résultats économiques qu'on a eu dans le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve à charger d'une manière, je trouve, assez ignoble, les Français, et à imposer, alors c'est le point de mon coup de gueule de tout à l'heure, mais je vais anticiper un peu, imposer un récit qui est celui de la France qui n'aime pas travailler. Si vous faites le constat des 40 dernières années, tous les Français ont travaillé, les services publics ont fait ce qu'ils ont pu, mais il se trouve que la France a été, si j'ose dire, une machine à subvention pour éponger les déficits successifs et les choix qui ont été faits par les gouvernements et les élites pendant 40 ans. L'Europe, et attention, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire, l'Europe est une très bonne chose, mais la manière dont on a pensé l'Union européenne et les règles de concurrence commerciale, elle est mauvaise. Ça a été un premier point. Et puis après, sur ce que je vous disais sur tous les autres types de subventions, il a fallu éponger les pertes et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Oui, parce que ne vendez pas la mèche de votre tour de table de tout à l'heure. C'est un teasing, c'est un teasing. Oui, le problème, c'est qu'il m'a bien lancé. Oui, il est très bien, Baptiste. Ouais. Baptiste, vous restez avec nous, surtout. Voilà, on va continuer. Vous le savez, la parole est à vous sur Sud Radio. Parlons vrai ensemble dans un instant. Ensemble. Voilà, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h17, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Bonsoir Les Félix. vraies voix Sud Radio. Bonsoir. Eh bien voilà, incendie, congé et cardinal, c'est ça vos 3 mots du jour. Le feu s'est réactivé à Martigues, au nord-ouest de Marseille. 600 pompiers combattent sans relâche les flammes qui ont dévoré 240 hectares de pinèdes depuis hier soir. Des incendies aussi, notamment à Fréjus, ainsi qu'en forêt de Brocéliande. Le gouvernement envisage d'autoriser la monétisation de la 5e semaine de congés payés. Une semaine de vacances en moins pour pouvoir gagner plus. Très mauvaise idée, réagit le syndicat de cadres CFE-CGC. Et puis, 82 coups de glas viennent de retentir à Notre-Dame pour saluer 82 ans de vie. L'ancien archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, vient de rendre la main. Les vraies voix Sud Radio. Le soulagement tout relatif aura été de courte durée. À Martigues, au nord-ouest de Marseille, le feu annoncé comme étant stabilisé ce midi s'est finalement réactivé. À la mi-journée, il avait déjà parcouru 240 hectares de pinèdes. Le départ d'incendie hier en fin d'après-midi a été particulièrement virulent, raconte le colonel Jean-Luc Beccari, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. La première difficulté, c'est que ce feu a eu un développement explosif. Dès les premières minutes, c'est un feu qui a tout de suite pris de l'ampleur, immédiatement. En quelques minutes, ce feu a trouvé de la pâte ascendante sous un vent puissant et une végétation desséchée. Il est allé très vite, il a parcouru jusqu'à 2000 mètres à l'heure, donc 2 km à l'heure. Jean-Luc Beccari, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au micro de l'AFP. Plusieurs autres incendies comme ça sont en cours dans le pays. 2 feux partis hier dans le Var près de Fréjus, dont un suite à l'éclatement d'un pneu de camion. Ils ont été maîtrisés après avoir parcouru une trentaine d'hectares. Une centaine d'hectares aussi sont partis en fumée en Bretagne dans la forêt de Brocéliande. Deuxième mot Félix, congé. Le gouvernement envisage d'autoriser la monétisation d'une semaine de vacances. Oui, autrement dit, permettre aux salariés de renoncer à leur 5e semaine de congés payés pour la monétiser, c'est-à-dire se contenter de 4 semaines de vacances par an pour pouvoir gagner plus. Une très mauvaise idée, réagit sur Sud Radio le président du syndicat de cadres CFE-CGC, François Omril. De quoi on parle ? On parle de gens à qui on va dire ton salaire n'augmente plus, si tu veux gagner un peu plus, il faut que tu monétises des congés. C'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, on a quand même une explosion de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Je vais parler pour les catégories d'encadrement qui sont sur des travaux intellectuels où la charge mentale est très importante. Parfois, on part le vendredi chez soi avec le problème dans la tête et on revient le lundi. On l'a toujours eu un peu pendant ces 2 jours. La période de congé, c'est vraiment une période importante. C'est pratiquement une question de santé publique finalement. Et donc dire aux gens, vous allez nous en donner une de plus, c'est ouvrir une porte un peu dangereuse. Des gens qui ont la pression, on arrive aux vacances, ils disent finalement je travaille une semaine de plus pour pouvoir régler tout un nombre de dossiers qu'ils ont déjà un peu en trop dans le portefeuille. François Oméril de la CFE-CGC avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Samuel Botton, on touche aux acquis sociaux encore. On touche à un combat qu'on a mené en 1936, qu'on considérait à l'époque comme un des plus grands progrès sociaux. Merci Léon Blum. Pour les travailleurs, merci Léon Blum. Très grand Léon Blum. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années, voire plus, pour avoir de nouveaux combats sociaux sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, en fait, on vient demander aux Français de gagner plus, mais sur leur propre base et leur propre capital vacances. Et en fait, c'est là que ça me semble totalement délirant. Alors, il y a bien un moment où je suis enclin à accepter ça, c'est de vous dire si c'est sur la base du volontariat, pourquoi pas. Mais même sympa. À ce niveau-là, et c'est ce qui est très bien mis en exergue par le syndicaliste qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on coupe toute vision d'espoir aux travailleurs français sur des progressions de carrière, sur des hausses de salaire, et qu'en fait, on se recroqueville sur leurs propres acquis et on essaye de les dépouiller de ce qui reste. Et c'est là que ça me pose un vrai problème. Mathieu Davy ? Je rejoins, mais je laisse quand même une part à la flexibilité. C'est pas imposé. On est sur une logique de monétisation et j'aime bien quand même l'idée qu'en 2025, dans les rapports du droit du travail avec l'entreprise, on ait une capacité justement de négociation et d'accord. Monétiser finalement son droit aux vacances qui est déjà payé
d'une certaine manière. C'est acquis, ça, pour le coup. Et pouvoir le flexibiliser. S'il y a un petit besoin, mes enfants se marient, il faut que je finance, je travaille plus. Philosophie. Non, mais excusez-moi, on est d'accord qu'on parle des 5 semaines de congé quand les gens sont salariés. On est dans l'ubérisation du pays au maximum. On peut parler des cas des gens qui sont indépendants, qui, à mon avis, ne prennent pas 5 semaines de vacances par an de toute façon. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Et concernant la 5e semaine, je crois que ça date de Mitterrand. C'est ça. Le Front populaire, c'est les premières semaines de congés payés, mais la 5e, c'est 81. François Mitterrand. On a quand même eu quelques dizaines d'années à attendre. Voilà. Allez, 3e mot, Félix Cardinal André, 23, vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Il fut archevêque de Paris de 2005 à 2017. Aujourd'hui, en début d'après-midi, le cardinal André 23 est retourné auprès de Dieu, écrit dans un communiqué son successeur, Monseigneur Ulrich. André 23, qui a aussi été président de la Conférence des évêques de France, issu d'une famille catholique mais non pratiquante. Il avait été ordonné prêtre en 1969 avant de succéder donc en 2005 à Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. C'est le pape Benoît XVI ensuite qui l'avait créé cardinal en 2007 et il y a quelques minutes, donc à 17h, le bourdon de Notre-Dame de Paris et les cloches de toutes les églises paroissiales du diocèse de Paris étaient appelées à sonner le glas, un coup de glas pour chacune des 82 années du cardinal André 23. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, il y a le grand débat du jour et puis on attend le Tour de France qui arrive d'un moment à l'autre. Ça peut arriver à n'importe quel moment, donc restez bien surtout avec nous. Donc votre grand débat du jour dans un instant, c'est François Bayrou qui veut économiser 40 milliards d'euros, mais pour Sarah Knafo de Reconquête, il cherche dans les mauvaises poches les vôtres. Elle affirme pouvoir en trouver 63 milliards immédiatement en ciblant d'autres priorités. Parmi ses propositions les plus marquantes, la privatisation de l'audiovisuel public qui rapporterait selon elle plus de 4 milliards d'euros à l'État. Regrouper les entités ou pas, supprimer certaines antennes ou pas, de France TV à Radio France, en passant par quelques autres, les entreprises de l'audiovisuel public suscitent les débats. Jusqu'à celui-ci, répondez sur le compte X de Sud Radio. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Donnez-nous votre avis, je vous donne les résultats dans un instant. Et on sera avec Erwan Balanan, qui est député MoDem du Finistère, commissaire, il est là, des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Bienvenue. Alors une question simple, Erwan, réponse courte s'il vous plaît. 4 milliards, est-ce que c'est vraiment significatif face aux 40 milliards qui sont recherchés pour cette privatisation de l'audiovisuel public? 4 milliards pour l'audiovisuel public, c'est tout à fait nécessaire en réalité. C'est vrai que, je pense que privatiser l'audiovisuel public français, ce serait une erreur. Et ce serait une erreur parce qu'on a besoin d'un audiovisuel public puissant. On a besoin évidemment des autres médias et on a la chance en France d'avoir des médias divers et variés. Mais l'audiovisuel public, ça permet de faire tout un tas de choses qui sont nécessaires et qui sont nécessaires d'autant plus qu'on arrive dans une période peut-être un peu plus difficile d'un point de vue géostratégique. Donc c'est certainement pas, à mon sens, le moment de faire des économies sur l'audiovisuel public. Alors je sais que c'est parfois un peu contre-intuitif, mais je crois que c'est nécessaire d'avoir cet audiovisuel puissant. Merci Erwan Balanan, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Finistère. Dans un instant, ça sera donc le grand débat et puis peut-être juste avant l'œil du Tour de France. Ils sont en train d'arriver, je crois. À tout de suite. Les derniers, oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ça y est, le contre-la-montre du Tour de France est en train de se terminer. C'est l'œil du Tour de France tout de suite. Sud Radio fait son Tour de France en direct. La 13e étape est le grand contre-la-montre. Loudanvielle-Péragude, seulement 10 km 900 et Pogacar, le maillot jaune vient d'arriver. Résultat alors, Vincent Barthaud? Écoutez, 4e victoire pour Pogacar sur ce Tour de France de 2025. La 21e victoire en tout depuis qu'il participe au Tour de France. Il a largement dominé ce contre-la-montre. Il a mis pratiquement 30 secondes à Vingegaard qui finit deuxième. Donc Pogacar, il prouve toujours que c'est lui le plus fort sur le Tour de France, que c'est vraiment lui qui domine. Alors, faisons le point quand même sur les favoris. Primož Roglič a fait une belle performance. Ouais. Oui, il a fait une très belle performance, puisque à un moment on a cru qu'il pouvait l'emporter. Il avait fait une très très belle moyenne et quand Vingegaard est arrivé, il a fait beaucoup mieux de 20 secondes. Et puis après, par la suite, effectivement, Pogacar est arrivé. Ce qu'on peut retenir surtout, si vous voulez, c'est que Evenepoel a eu un petit souci mécanique pendant cette ascension, mais il a réussi à conserver cette 3e place au classement général
par rapport à Lipovic. Donc pour l'instant, Pogačar devant Vingegaard et Evenepoel qui est toujours sur le podium. Et on a une image forte, puisque Vingegaard a doublé Evenepoel. Il lui a repris, il partait de 2 minutes en 2 minutes, c'est ça. Ça c'est incroyable, vous savez, quand on sait que Evenepoel est le champion du monde en titre du contre-la-montre, se faire rattraper dans le Tour de France, même si c'est un parcours de montagne et que c'était moins plaisant pour Evenepoel, mais c'est toujours vexant de se faire rattraper par un adversaire. Bon, et Kevin Vauquelin, le Français, il reste dans le top 10. Oui, Kevin Vauquelin, il a fait un pas mauvais contre-la-montre, il doit finir 6 ou 7e de l'étape, mais il est toujours top 10 du Tour de France. On espère que même si les étapes plus difficiles par la suite vont être moins favorables pour le petit Normand, je pense qu'on peut croire encore en lui pour essayer de faire au mieux à l'arrivée à Paris. Oui, il est juste après le top 10, le premier Français, Lenny Martinez, 9e. Voilà, merci Vincent Barthaud. Merci Vincent. Merci. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et un petit rappel des 2 vraies voix déjà. Oui, alors vainqueur du contre-la-montre, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Bonjour. Il a dit bonjour, il l'a dit avec conviction. Si vous n'étiez pas là avec nous précédemment, il ne nous avait pas dit bonjour la première, mais la deuxième, ça marche. Lui est leader du classement général. Du coup, Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Vous avez le maillot jaune. Bonsoir. Allez, le grand débat du jour. On le sait, François Bayrou est en quête de 40 milliards d'euros d'économies pour l'année à venir, une mission jugée cruciale pour maintenir l'équilibre budgétaire du pays, mais qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'opposition. Pour Sarah Knafo, figure montante du mouvement Reconquête, le gouvernement fait fausse route. Elle n'hésite pas à tacler le Premier ministre en déclarant « Je lui trouve 63 milliards à économiser tout de suite. Le problème, c'est que François Bayrou cherche toujours dans les mauvaises poches les vôtres. » Parmi les propositions choc qu'elle avance, la privatisation de l'audiovisuel public, une décision qui, selon elle, permettrait d'injecter immédiatement, précisément, 4,029 milliards d'euros dans les caisses de l'État, une réforme radicale qui relance le débat sur l'utilité et la mission du service public. Fred. Les médias du service public sont sur la sellette depuis des années, encore plus depuis l'arrivée de Rachida Dati au ministère de tutelle. L'objectif, regrouper France TV, Radio France et l'INA sous une même identité. Une réforme indispensable pour rassembler les forces aujourd'hui dispersées selon la ministre. La machine semble trop imposante et les avis divergent sur son avenir. Alors nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio directement. Faut-il privatiser l'audiovisuel public ? Dans un instant, je vous donne le résultat. En tout cas, les avis sont partagés. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez témoigner ou si vous voulez dire si vous êtes contre ou pour. D'ailleurs, n'hésitez pas. On est toujours avec notre invité Erwan Balanan, qui est député MoDem du Finistère, commissaire des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Vous êtes avec nous, Erwan ? Oui, je suis là. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé à nous expliquer pourquoi vous pensiez que c'était une très mauvaise idée de privatiser. Oui, c'est une très mauvaise idée. C'est des fausses économies en réalité. La chance qu'on a d'avoir un audiovisuel public puissant dans notre pays, c'est tout simplement la chance d'avoir tout un pan de l'information qui n'intéresserait pas nécessairement l'audiovisuel privé d'être traité. Je prends un exemple. Moi, je suis député du Finistère. Dans le Finistère, on est très content d'avoir le réseau Radio France Brésil. Donc, c'est Radio France, ce qui s'appelle ici maintenant. Oui, d'ailleurs, c'est un nom bizarre parce qu'on ne sait jamais. Tout le monde se sent obligé de redire France Bleu avant. Bon, je ne sais pas qui a trouvé cette idée, mais c'est pas la meilleure. Une mauvaise agence de com. C'est certainement une mauvaise agence de com, peut-être. Oui. Bon, bref. Donc, vous voyez, vous avez ça, et puis on a des enjeux autour de la souveraineté aussi, la souveraineté informationnelle, avoir une puissance, une audiovisuelle publique puissante, ça permet de faire un contrepoids, aux réseaux sociaux aussi. Enfin, bref, c'est une très mauvaise idée. Alors c'est une idée, ça. Là, j'ai peu d'illusions sur le résultat de votre sondage Twitter. C'est bien, Erwan Balanan, parce que j'allais justement vous donner le chiffre. Et effectivement, vous sentez le vent venir. Les auditeurs disent oui, il faut privatiser à 83%, oui. et on a plus de 500 personnes, et ça continue, qui. Mais bien sûr, mais je comprends bien. Mais regardez, là, vous venez de parler du Tour de France. Oui. Le Tour de France aujourd'hui, c'est diffusé par l'audiovisuel public français qui a un savoir-faire, sur ce type de diffusion. On n'aurait pas cette qualité de diffusion du Tour de France si on n'avait pas l'audiovisuel public. Si c'était une chaîne privée, on n'aurait pas la même qualité de diffusion ? Je
Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Regardez les grands événements sportifs. Vous avez effectivement. Regardez par exemple le football aujourd'hui, comment il galère à trouver les moyens et les bonnes équipes et les bons formats pour faire le championnat de France de football. Tout simplement parce qu'il n'intéresse pas suffisamment économiquement. Bon, et ben on aurait parfaitement peut-être la même chose pour le cyclisme et le Tour de France. Peut-être qu'il n'intéresserait pas suffisamment. Alors, c'est peut-être un mauvais exemple, le Tour de France, parce qu'il a une aura internationale. Mais voyez, il y a plein de choses. Alors, effectivement, sur la qualité de la couverture, mais c'est un bon exemple. On va solliciter nos vraies voix. Bon, moi, à titre personnel, pendant 20 ans, j'ai commenté pour Canal+. Et quand on faisait les Jeux Olympiques, les gens avaient plutôt tendance à préférer ce qu'on proposait sur Canal+, plutôt que France Télévisions. Mais ce qui veut pas dire que les derniers JO ont été parfaitement couverts par France Télévisions aussi. Alors, au-delà de ça, il y a l'argent, Samuel Botton. Alors, déjà, pour répondre, est-ce qu'une chaîne privée pourrait couvrir le sport de la même manière que France Télévisions ? Peut-être pas autant, mais de grande qualité, oui. C'est ce que Eurosport fait, par exemple, sur le Tour de France. Et c'est une bonne chose. Avec moins de moyens. Hein. Il y a moins de moyens, mais là où je suis raccord, c'est que très peu de chaînes françaises ont fait la part belle au sport en accès libre et en clair, comme l'a fait le groupe France Télévisions. Et ça fait effectivement 15-20 ans qu'ils se sont imposés comme une référence sur des grands événements, type JO, Roland-Garros, Tour de France. Après, pour revenir au cœur du débat, ça démontre une chose, c'est que Sarah Knafo et Reconquête ne comprennent rien à l'économie et qu'ils ont juste vu 4 milliards qui pouvaient rentrer dans les caisses sans se demander l'impact social et sociétal que ça pourrait avoir. Je vais vous prendre un exemple très concret. Pendant le Covid, ceux qui ont continué d'éduquer nos enfants pendant le confinement, c'est France 4 avec des programmes éducatifs. Et pour aller plus loin encore, aujourd'hui, aucune chaîne française, malheureusement, ne fait le travail d'investigation qui est fait par France Télévisions et par des émissions comme Cash, Envoyé spécial et d'autres. À une époque, Canal le faisait et a lâché ce créneau. Donc aujourd'hui, très peu d'émissions dans cette veine. Et après, sur le tissu territorial, et là je pense effectivement, alors pardonnez-moi mon côté archaïque, à Radio France, c'est des médias qui sont indispensables, qui permettent d'unir et de rassembler les territoires. Il y en a aussi dans le privé, et je pense notamment au travail qui est fait par Sud Radio sur les territoires, et c'est très important de maintenir ça. Maintenant, sur la question de l'audiovisuel public et de la privatisation, c'est non. Sur la question d'une refonte du modèle et essayer d'amener plus de pouvoir, ce que plus d'indépendance, elle le demande de la mauvaise manière. Aujourd'hui, une ministre de la Culture qui se pointe sur un plateau du service public et qui menace ad hominem des journalistes en diffamant carrément. Alors, je suis désolé, ce n'est pas dans mes codes. Passé ce petit événement-là, Rachida Dati, elle propose de créer un holding France Média pour chapeauter l'audiovisuel public qui pourrait regrouper France Télé, Radio France et l'INA. Et possiblement d'ailleurs France Média Monde. Et d'ailleurs, on le sait, il y a eu pas mal de grèves, notamment à Radio France. Mathieu Davy, est-ce que ça suffit pas, cette réforme de l'audiovisuel finalement ? Et est-ce que vous pensez que c'est d'ailleurs ce point-là une bonne idée ? Alors, bien sûr, la réforme n'est pas la suppression, n'est pas la privatisation. Ouais. La réforme de la holding, c'est tout mettre en une seule main pour faire un groupe. L'objectif, c'est de concurrencer les plateformes, les très grands groupes audiovisuels, et d'avoir une seule grosse entité audiovisuelle publique qui puisse rivaliser et qui puisse avoir des échelles de coûts, évidemment, de regrouper toutes les entités et de peser d'une seule voix. Le problème soulevé par les syndicats, c'est du coup d'être plus fragile, parce qu'en étant dans une seule main, c'est d'être plus sensible aux attaques et aux ingérences. Il y a un problème de pluralisme aussi. De pluralisme, voilà. Donc c'est peut-être une bonne idée, mais en tout cas l'esprit est bon. Maintenant, la mise en application est quand même beaucoup plus compliquée. Donc effectivement, le pluralisme est essentiel. Pour compléter ce qui a été dit sur les programmes sportifs, je rappellerai quand même que la Coupe du Monde de football en 2023, personne n'en voulait, que France Télévisions l'a diffusée en rachetant les droits à M6, et que ça a fait 5 millions de téléspectateurs. Donc ça dit tout de ce qu'est le service public. La coupe du monde de foot féminine. Oui, vous parlez de la Coupe du monde féminine, voilà, parce que le masculine était sur TF1. Bien sûr. Non, je vous dis, personne n'en voulait, parce que, on parlait du football féminin comme une portion congrue. Vous excusez pas, c'est une vérité. Ce qui est totalement idiot, parce que le foot féminin devient très populaire, et c'est grâce à France Télévisions. Ouais. Les audiences ont été jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Donc c'est le service public qui fait le job. Parce que à la base, c'était pas censé être rentable, et, ironie de l'histoire, ça l'est.
comme France Inter, qui est la première radio de France. Bon, en même temps, Erwan Balanant, il y a un fonctionnement aujourd'hui qui est terrible dans le service public, parce que vous avez des rédacteurs en chef qui sont payés très cher, qui sont en fin ou jugés inefficaces et qui sont obligés d'être maintenus parce que ce sont finalement des contrats fonctionnaires traditionnels. Il faut aussi vivre avec son temps. Il y a un jeu de concurrence. Il y a énormément de gâchis au sein même des médias du service public, avec des doubles équipes qui viennent. Ah bah si, je peux vous donner 20 exemples. Hein. Ouais. Je peux en donner quelques-uns aussi. Je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que déjà c'est vraiment deux métiers différents et je crois pas que ça soit un gâchis. Regardez Radio France, les audimates de France Info Radio, Radio, je parle pas de la télé. Et ça, c'est alors on n'arrête pas de citer nos concurrents depuis tout à l'heure quand même. On est sur Sud Radio. C'est pas grave. Radio privée. Alors moi ça tombe bien, puisque c'est comme c'est la télé publique où il y a pas d'action, donc voilà, c'est très bien le travail que fait Sud Radio et je le dis sincèrement. On peut redire qu'on est sur Sud Radio quand même. Voilà. Non mais vous prenez pour me laisser aller sur le fond de cette histoire, c'est que vous avez des qualités d'émission sur le service de la radio française extraordinaires, et donc et ce n'est pas sur la radio publique française, ce n'est pas du gâchis. Et si ça coûte, ça coûte, mais un très bon animateur sur une chaîne du public, et on sait le prix des animateurs à un moment donné aux grandes heures de Canal+, ça coûtait énormément aussi. Le sujet, il est pas là, et je pense qu'il y a une vraie question, il y a trois sujets que l'audiovisuel public français doit se poser. La question de sa présence sur les réseaux sociaux et sur le numérique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait plus de choses et que ça soit mieux fait. Alors, pour revenir un peu à Sarah Knafo, son calcul, c'est de se reporter sur la loi de finances 2024 et de la dotation publique de 2,57 milliards d'euros qui a été faite pour France Télévisions, ce qui est quand même absolument énorme selon elle. Voilà. Bon, mais Erwan Balanant, alors vous nous donniez des exemples. Oui, effectivement. Bon, c'est pas vraiment le sujet, parce que laissons faire nos amis de France Télévisions pour développer leur modèle. Voilà. Simplement, ce qu'on dit, c'est que il y a de toute façon des économies à faire. La privatisation, c'est la solution excessive, on est d'accord. Mais quand même, ça fait des années que des économies ne sont pas faites par le service public. Il faut l'entendre, Samuel Botton. Et les comptes sont mauvais. Je vais vous donner plein d'exemples. Mais alors attendez, parce que moi j'ai une question qui est un peu iconoclaste. Est-ce que dans le temps qu'on vit, avec l'émergence de plateformes où aucun contrôle n'est fait, vous avez un réflexe de radio et de médias français, où les médias français, c'est des journalistes, vous êtes des journalistes formés, vous avez une éthique, vous avez un code de conduite parfaitement qui fonctionne, et il y a de la très bonne information évidemment aussi dans le privé. Mais on est face à l'émergence d'un certain nombre de plateformes, et je pense par exemple à Twitter, à X par exemple, où il n'y a aucun contrôle de l'information. Est-ce que se dire que avoir un audio visuel capable de décrypter, capable de débunker des informations, est-ce qu'on n'est pas mais c'est déjà le cas, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on est nécessairement dans l'obligation de faire des économies? Moi, je pense. On est à ce moment, a priori, c'est ce qu'on entend beaucoup, François Bayrou. C'est simple. Je vais vous dire, l'exemple tout bête, c'est quand il y a 3 personnes pour faire le travail d'un. Il y a problème économique. Alors, et c'est attendez, ce qui se passe. 0826 300 300. Excusez-moi, on a un auditeur qui attend pour donner son opinion lui aussi. Baptiste, vous n'êtes pas contre, vous êtes contre pour la privatisation de l'audiovisuel public, Bien sûr, contre Pourquoi à 100%. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas répéter parce que je partage l'avis de beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la garantie de qualité quand on maintient un service public, sur le nécessaire travail d'investigation et d'enquête qui n'est plus fait sur les médias privés, et puis après sur ce à quoi sont tenus les médias privés par rapport aux médias publics. En fait, un média privé, il est tenu par sa rentabilité. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de travail d'investigation et d'enquête sur les médias privés ? Parce que quand Bolloré, par exemple, a pris la main sur Canal+, la première chose qu'il a fait, c'est de supprimer tous les postes qui faisaient de l'investigation, parce que on faisait des enquêtes sur le Crédit Mutuel ou sur ses ports en Afrique, et qu'évidemment, ça le fait chier. C'est parfaitement normal. Le mec, il paye. Il va pas en plus accepter qu'on vienne dire sur son antenne que c'est une planche pourrie. Ça, c'est normal. C'est pas très élégant, mais ça se comprend.
Donc le service public a au moins ça, effectivement, une émission comme Cache Investigation, c'est quand même un truc qui ne peut exister que sur le service public. Moi, ce que j'aimerais dire, en plus de tout ce qui a été dit avec lequel je suis d'accord, c'est que la privatisation, en fait, j'ai envie de dire, mais regardons les exemples précédents de privatisation et demandons-nous si c'est vraiment une bonne idée. Prenons les autoroutes, par exemple, ou prenons, par exemple, le ferroviaire qui est en train d'être privatisé, qui a été privatisé en Angleterre il y a 20 ans, et ils sont en train d'y revenir tellement c'est une catastrophe. Ça n'a pas du tout réglé les problèmes. Au contraire, ça devient plus cher pour l'usager, il n'y a pas moins de retard. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Je pourrais vous prendre l'exemple de la sécurité sociale. Tout le monde dit, ouais, la sécurité sociale, c'est des fonctionnaires, ils foutent rien, etc., machin. Toutes les enquêtes qui sont faites entre la sécurité sociale et les mutuelles montrent qu'en termes de frais de fonctionnement et d'efficacité, la sécurité sociale mais roule sur les mutuelles en termes d'efficacité et de productivité. Donc la privatisation du service public, c'est une énième... C'est drôle d'avoir des gens qui accusent systématiquement la gauche de manquer de crédibilité économique. C'est drôle de les voir nous emmener dans le mur depuis 50 ans avec les mêmes recettes et continuer à essayer de nous imposer les mêmes recettes. Moi, vraiment, si c'était pas tragique, ça me ferait rire. Samuel Botton. Merci Baptiste, voilà. Vous venez de me sucrer toute ma chronique à suivre, mais je vous en veux pas. Moi, j'irai peut-être me faire un peu l'avocat du diable sur certains points. Beaucoup de respect pour le travail qui a été accompli par Delphine Arnault depuis 10 ans, mais il y a aussi eu beaucoup d'erreurs et qui, elles, pour le coup, en reprenant une citation célèbre, ont coûté un pognon de dingue. Je pense notamment à Salto qui a été une erreur monumentale. Et par contre, ça a permis de donner des idées à la suite que devait être le service public. Alors, je pense qu'il faut aller chercher des pistes du côté du Royaume-Uni. Delphine Ernotte a souvent eu le mot BBC à la bouche en expliquant qu'elle voulait reproduire ce modèle sur notre territoire. Je pense que l'Allemagne aussi a des bonnes réponses à nous donner. Et évidemment, moi, j'ai un immense penchant pour les pays d'Europe du Nord qui ont toujours su tirer la quintessence des enjeux politiques et des enjeux de service public. Ça, c'est un premier point. Et après, pour conclure, c'est de se dire que aujourd'hui, il faut préserver autant que possible l'indépendance et les moyens du service public, sans être à contre-courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Alors forcément, Mathieu a raison sur ce qu'il disait quand il expliquait que aujourd'hui, peut-être que réunir les 3 entités sous holding pouvait être une solution tentante, mais que ça faisait perdre du poids. Donc c'est là-dessus qu'il faut veiller. Ça fait 3 fois moins de chefs et ça fait des économies. Oui, mais il faut quand même veiller à un équilibre et à préserver le système. Vous êtes tous d'accord et on vous entend bien sur, on va dire, la liberté d'action, puisque pas dépendant d'un grand groupe du CAC 40. Vous avez donné des exemples, Erwan Balanant. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le service public agit en toute objectivité politique et qu'il n'y a pas une ligne politique? C'est ce qui lui est reproché par certains médias. Est-ce que finalement, puisqu'ils sont dépendants aussi du pouvoir, ne plie-t-il pas? Ça fait des années que quand un chef de gouvernement de gauche passe, on change de patron, et de droite, etc., etc. Mathieu Davy. Oui, alors, quand on veut affaiblir le service public, on le politise. Et c'est d'ailleurs un peu la position des groupes privés que de se légitimer en disant qu'ils sont, eux, pour le coup, totalement libres, indépendants, alors qu'ils sont totalement idéologisés. Typiquement, le groupe ils affichent une ligne éditoriale. Bien sûr, mais qui est revendiquée et qui est parfaitement libre. Voilà. Et moi, mais ce que ne fait pas le service public. Qu'on soit clair, j'aime les médias indépendants, libéraux, avec une ligne éditoriale forte et qui sont dans le privé. Mais c'est pas une raison pour renverser la vapeur sur le service public, qui est en fait l'expression pour moi du pluralisme total. Le fait qu'on dise que le service public serait de gauche systématiquement, c'est excessif. Les 7 millions d'auditeurs, de France Inter ne sont pas tous de gauche. Les gens qui y vont ne sont pas tous de gauche. Après, qu'il y ait des connivences politiques ou autres, pourquoi pas? Mais je pense que c'est quand même sur le service public qu'on trouvera le plus grand pluralisme. Après, qu'il y ait quelques réglages qui se fassent, qu'il y ait quelques rééquilibrages qui se fassent, c'est sous le pouvoir politique, hein. C'est sous l'Arcom qui décide de ce qui se passe en régulation audiovisuelle sur le service public. L'Arcom doit faire son travail. Sarah Knafo, je veux la supprimer, l'Arcom. C'est totalement stupide. C'est totalement stupide parce que c'est une régulation essentielle. Erwan Balanant va vous laisser le mot de la fin, sans citer les concurrents, s'il vous plaît. Oui, je ne citerai pas les concurrents, mais enfin, Sarah Knafo, elle veut tout supprimer. Les
l'exemple de 4 milliards. Voilà, super, on fait 4 milliards une année. Et après, on n'a plus de service public. Et voilà. Et donc, résultat des courses, c'est un peu comme les autoroutes. Ma famille politique, on s'est battu contre la privatisation des autoroutes. On voit bien que c'était une erreur. Ça serait exactement la même erreur, surtout à un moment donné où on a besoin de défendre une souveraineté, le modèle français et le modèle européen des médias, publics et privés. Ça serait une erreur fondamentale et cruciale de privatiser aujourd'hui le service public. Merci beaucoup Erwan Balanant. On rappelle que vous êtes député MoDem du Finistère, commissaire des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Et puis dans un instant, c'est le moment préféré de Frédéric Brindel. C'est le moment où on fait joujou, on écoute de la musique et puis on trouve les interprètes. Il va y avoir un match. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez être l'auditeur qui participe, comme notre Baptiste d'aujourd'hui à cette émission, et vous appelez. Et voilà, à tout de suite, on revient. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h52, c'est l'heure de jouer avec nos vraies voix que vous allez rappeler, Frédéric, n'est-ce pas? Oui, alors nous avons deux excellentes vraies voix ce soir, à n'en point douter. Samuel Botton qui est dans la communication et Mathieu Davy qui est dans la plaidoirie. Donc évidemment, forcément, ça parle. Mais maintenant, on va voir si ça gagne. Voilà. Allez, c'est l'heure du quiz musical de l'été. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire vibrer parce que c'est l'été quand même. C'est le sujet, c'est l'été. Bah ouais, c'est l'été quoi. D'accord. Voilà. On accueille Baptiste. Oui, Baptiste. Baptiste, vous êtes là? Bien sûr. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez de la musique derrière vous, là, non? Non, un peu de circulation, mais je me mets à l'écart. Alors, 0826 300 300, si vous voulez faire comme Baptiste, vous nous appelez et puis vous jouez avec nous, évidemment. Vous pouvez participer au débat aussi. Et puis, il y a des règles à rappeler. Ça, c'est le moment préféré de Frédéric. Ça, c'est ce que je préfère parce que je me vois arbitre et j'ai toujours rêvé. Ils sont trois. Samuel Botton, Mathieu Davy et Baptiste des Hauts-de-Seine qui est avec nous. Vous répondez le plus rapidement possible. Dès que vous avez entendu l'extrait, vous devez donner l'interprète. Vous marquez un point pour le plus rapide d'entre vous. Il y a 9 propositions. Mathématiquement, il y en aura un qui gagnera. Ou pas. Match nul, c'est possible. On remporte quoi, Frédéric? Mon amour. Génial. Allez, c'est parti. Premier extrait. Ça, c'est dur. Si il y a le refrain au départ, c'est moins dur. Normalement. Mais ça n'a pas été calé. Summertime, elle chante. Alors, ils sont 160 à avoir chanté Summertime. Bah oui, mais elle, on reconnaît sa voix normalement. C'est vrai. Moi, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Personne ne l'a? Non. Janis Joplin, les amis. 0. Oh putain. Il l'a dit, parce que Baptiste Comme vous, adore. la dernière fois. Ouais, moi je l'ai fait sur Pogacar qui tombait. Voilà. Alors le deuxième est plus facile, je crois. Le deuxième est plus facile. On y va. Ça serait bien de mettre les refrains, Julien. Parce que là, vous n'avez pas mis les refrains. Qui a dit Bob Marley le plus rapide? Et Mathieu. C'est moi. Non, c'est jamais Mathieu. Je pense que Baptiste l'a dit rapidement. On l'a dit en même temps, mais on va dire pour Baptiste. Alors. Merci Mathieu. Alors, ça serait Baptiste, bien, je répète au réalisateur, de mettre les refrains, parce qu'il coupe les refrains, le réalisateur. Donc forcément, on a du mal à reconnaître les chansons. Allez, numéro 3. Gilbert Montagnier. Ah, ça c'est Samuel. Ah bah, des années au camping. Tous les refrains sont coupés. Je n'ai pas entendu dire la réponse, Samuel, mais bon, Moi, je l'ai entendu parce que Baptiste, je vous entends. je sens que vous m'en voulez aujourd'hui. Vous voulez pas que je gagne. Vous voulez pas que je fasse ma chronique finale. Soyez tous les trois concentrés parce que là, c'est facile. Allez, numéro 4. Madonna. Oui, bien sûr. Samuel. Il va falloir réagir, Mathieu, et ne pas regarder les réponses ici. Ah non. Attention, ça continue. Numéro Le 5. 5e. Oui, Gainsbourg. Samuel, ça fait 3 points. Vous pouvez encore gagner les deux, et Baptiste et Mathieu. Il y a encore 4 propositions. Allez, numéro 6. Où tu voudras, quand tu voudras. Oh putain. Jodassin. Oui, Jodassin. Il est rentré. Mathieu, posez bien votre voix. C'est comme à la cour. Mais je voulais laisser Baptiste gagner aussi. Mais non, arrêtez de faire le mec des ONG comme ça. J'ai fait 7 victoires vendredi dernier. Vous êtes trop de gauche, Mathieu Davy. C'est vrai.
Allez, numéro 7. Queen, c'est Mathieu. Ah non, mais si vous me cherchez, vous me trouvez. Alors ça fait 3 pour Samuel, 2 pour Mathieu et 1 pour Baptiste. Baptiste, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Il vous faut trouver les 2 derniers, sinon vous ne gagnez pas. Bon, alors pour ceux qui aiment, c'est facile le numéro 8. Voilà, c'est dur. Hein. On y va. Buena Vista Social Club. Oh là là. C'est pas si dur que ça. Hein. Alors écoutez Baptiste, vous avez un rôle important à jouer parce qu'il y a 3-3 entre Samuel et Mathieu. Un des deux peut gagner ou alors pas parce que si vous avez le point, vous les empêchez de se départager. On y va ? Le plus turbo gauchiste va gagner. Allez, number 9. Voyage. Désirless. Oh là là, ce coup. Une reprise de volée de Samuel Botton, Désirless. J'ai vu la remontada, Mathieu. Mais je pense que tu m'as laissé un peu gay. Baptiste, il y a des regrets chez vous, Baptiste. Il y a des regrets chez vous, Baptiste. Je suis un petit peu triste pour Mathieu. Je suis vraiment un petit peu triste pour Mathieu, pour être honnête. Mais bon, on est ensemble, Baptiste. Samuel, si tu es flingué de sa chronique, c'est au moins lui faire croire. Merci, Allez, merci Baptiste d'avoir joué avec nous. 0826 300 300. Si vous voulez faire comme Baptiste et participer à l'antenne et puis jouer sur notre super blind test, vous êtes les bienvenus. Dans un instant, c'est les infos et puis aussi l'auditeur en direct, hein, toujours 0826 300 300. Puis il y aura l'info en plus de Félix Mathieu. Vous restez avec nous surtout. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 18h07 sur Sud Radio, on est toujours avec nos 2 vraies voix. Samuel Botton, qui est expert en communication chez Step Conseil. Essayez, c'est l'adopter. C'est pas mal ça, non ? Vous n'êtes pas branché. Vous n'êtes pas branché. Alors Samuel, est-ce qu'on entend Samuel ? Voilà. On va l'entendre, on va l'entendre. Bon, c'est pas grave. C'était bien parce qu'on avait un bel échange avec Samuel. Voilà. Sinon, il y a Mathieu Davy aussi qui est là. Sinon, il y a Mathieu Davy aussi qui est avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Vous êtes là, vous ? Non, vous n'êtes toujours pas là. Il y a un problème de micro aussi. Voilà. Alors, nos 2 vraies voix ont un problème de micro. Du coup, on va aller écouter notre auditeur au répondeur 0826 300 300. Si vous entendez quelque chose à l'antenne qui vous fait réagir, vous nous appelez Zaketo Standard. On écoute. On écoute le répondeur. Ah, il est en direct. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'Auxerre, Gérald. C'est mieux en direct. Oui, voilà, on préfère. Bonjour à toute l'équipe. Auxerre, on dit Auxerre, on est d'accord, hein, parce que Judith, elle a dit Auxerre. Oui, Judith, elle est parisienne, elle a fait des bêtises. Hein. Voilà, je suis comme Judith, je dis Auxerre, donc ils veulent Auxerre, moi je dis Auxerre. Voilà. Oui, c'est un X en même temps. Parce que vous n'êtes pas un vrai bourguignon, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On est bien d'accord, moi je suis de la région parisienne. Allez Gérald, vous voulez faire un coup de gueule sur les fermetures d'EHPAD ? Absolument, un vrai coup de gueule. Je voulais remercier vivement toutes les ARS de France et de Navarre, ainsi que le ministère de la Santé, pour les fermetures qui se multiplient dans les EHPAD. Notamment, moi je suis, c'est pas très loin, il y a l'EHPAD qui a fermé il y a 2 mois, je crois. On a mis dehors des patients et des patientes évidemment, qui étaient là depuis 20-25 ans, qui étaient pris en charge par une équipe médicale, par tout un service, avec des médecins, avec des aides-soignantes, des infirmières, etc. Mais je pense que maintenant, il ne faut plus vieillir en France. On veut surtout que ça aille vite. Alors, je suis très méchant et je le pense très sincèrement. On veut plus, ça coûte trop cher, les vieux. On n'en veut plus. Voilà. Une fois qu'ils ont bien bossé toute leur vie, on les plaçait, je dirais, entre guillemets, dans ce qu'on appelait à l'époque des maisons de retraite. Maintenant, ce sont des EHPAD, mais les EHPAD coûtent cher. Papy, mamie coûte cher, donc je pense qu'il faut les emmener directement au cimetière. Voilà. Mais ce que vous donnez là comme point de vue, c'est celui des Français en général ou qu'est-ce que éclairez-nous un peu. Alors, c'est votre propre expérience, hein, on est d'accord. Voilà. Oui, voilà. Moi, je parle en tant qu'individu propre. Moi, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier depuis. J'ai travaillé 40 ans, plus de 40 ans. Okay. J'ai vu les dégradations au niveau médical, les dégradations, les manques de médecins, les équipes en souffrance. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et puis, au fur et à mesure du temps, moi, j'ai vu que des EHPAD fermaient. Et les EHPAD, c'est quand même important quand on a fini, je dirais, c'est la dernière partie de notre vie, quoi. Si on a besoin d'aller en EHPAD. On ne le souhaite pas à tout le monde, hein, d'aller en EHPAD. Alors, attention. Tout le monde n'y va pas. Non, mais quand on a la possibilité d'y aller ou par obligation, vous avez des EHPAD qui sont très bien.
Oui, mais bien sûr. je rappelle quand même, l'EHPAD, c'est plus de 2 000 € par mois, en moyenne. Alors, ça repose la question, effectivement, du fric sur nos anciens. Hein, Samuel Botton, il y a eu des affaires dans les EHPAD, effectivement. Alors, loin de nous l'idée de dire que tous les EHPAD sont mauvais, mais quand même, il y a un système qui est pas... Vous faites sans doute allusion à l'enquête de Victor Castanet, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui était très documenté, très bon livre que je recommande. Après, effectivement, c'est-à-dire si on va plus largement sur la question de la santé et du médical en France, c'est un secteur qui est défaillant à bien des égards. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir un personnel hospitalier qui se donne tout le mal possible et inimaginable pour répondre à des impératifs. Après, malheureusement, moi, je n'ai pas suffisamment d'expérience et de recul sur la question, mais oui, il y a la question des seniors en France qu'il va falloir prendre à bras-le-corps à un moment. Et il y a deux discours qui s'opposent, c'est-à-dire d'un côté, il y a ce que vous avez dit, où aujourd'hui, quand on est senior, il vaut mieux nous amener directement au cimetière, et de l'autre, vous avez peut-être ma génération qui vous dira que cette génération-là a quand même connu et goûté aux meilleures heures de la France, notamment celle des 30 Glorieuses, un système de retraite qui marche encore pour eux. Est-ce que ce sera encore le cas pour nous? Je ne sais pas. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces générations vers la vieillesse et quels moyens on décide d'y mettre. Le plus important, c'est de faire le lien entre les générations. Ça, je suis pas sûr que notre société sache bien le faire, Mathieu Davy. Pas vraiment. J'ai l'impression qu'on est un peu une société qui ne s'occupe pas de nos anciens. J'ai une donnée importante. L'espérance de vie d'une personne en EHPAD, c'est 3 ans. Il faut quand même l'avoir en tête. Ça veut dire que quand on confie notre ancien à un EHPAD, il faut l'avoir en tête. Ça dit quelque chose. Et je pense qu'on devrait gagner un peu en solidarité et en accompagnement. Et là, je fais pas que le procès de certaines maisons de retraite. C'est un sujet politique éminent. Il faudra s'y attaquer. Là, effectivement, plutôt le sujet de la société avec elle-même. Il y a la différence de certaines sociétés latines ou asiatiques où on a quand même véritablement un traitement de nos anciens bien plus bienveillant et intégré dans la famille, comme depuis la naissance d'une certaine manière, comme un cycle de la vie. Je trouve qu'on lâche un peu nos anciens. Merci beaucoup Gérald pour ce témoignage. C'était un témoignage important que vous nous avez donné. Sud Radio, c'est votre parole qui fait la différence, vous le savez. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler comme Gérald et partager avec nous. Vous restez évidemment avec nous aussi, puisque dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brandel, Judith Belair. 18h16, c'est l'heure de l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Votre info en plus, Félix Mathieu, c'est une étudiante qui a lancé une pétition contre la loi Duplon sur le site de l'Assemblée nationale et elle rencontre un succès inattendu. Oui, elle s'emballe même depuis quelques heures, cette pétition contre la loi Duplon sur l'agriculture. Après être restée un peu plus confidentielle les premiers jours, elle connaît une progression qui semble exponentielle ces dernières heures. Elle a dépassé les 200 000 signatures en début d'après-midi, puis moins d'une heure plus tard, c'était les 210 000. On est ce soir autour de 225 000 signatures. Alors pour rappel, cette loi Duplon autorise notamment la réintroduction d'un pesticide néonicotinoïde réclamé par le syndicat agricole FNSEA. Elle est censée un peu simplifier la vie des agriculteurs français. Mais l'étudiante de 23 ans, en qualité, sécurité, environnement, c'est ce qu'elle étudie, elle a rédigé ce texte qui dénonce, elle, une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire, une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité et la cohérence des politiques climatiques, contre la sécurité alimentaire aussi et le bon sens. C'est ce qu'on peut lire sur cette pétition. Comme ce texte est rattaché à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, c'est donc celle-ci qui sera chargée de voir s'il y a lieu de donner suite à cette pétition, de réouvrir les débats sur cette loi Duplon. Nous sommes donc en ligne avec la présidente LFI de cette commission. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. 225 000 signatures ce soir. C'est plutôt rare pour une pétition comme ça sur le site de l'Assemblée nationale? C'est même exceptionnel, ça n'est jamais arrivé. Voilà. C'est la première fois qu'on a autant de signatures, qu'on dépasse les 100 000 signatures, tout simplement. Je vais vous dire, l'année dernière, les pétitions faisaient quelques centaines, exceptionnellement quelques milliers de signatures en ce qui concerne ma commission. Ça montre une chose, c'est la très forte opposition
toute une partie de la population est fort heureusement à la réautorisation d'un pesticide dangereux pour la santé des gens, tout simplement. Ça s'appelle l'acétamipride et des études scientifiques montrent que ça a des risques très concrets pour de maladies graves, de cancers, de malformations des cerveaux des enfants, de malformations des fœtus. Voilà ce que contient cette loi qui est passée grâce à une alliance entre le bloc macroniste et l'extrême droite. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, ces 225 000 signatures de cette pétition, je répète, sur le site officiel de l'Assemblée nationale? À partir de combien, finalement, on rouvre un débat quand une pétition comme ça remet une loi en cause, même s'il n'y a pas de précédent forcément, puisque vous nous expliquez que c'est un record? Eh bien, déjà, il y a déjà des conséquences, puisqu'à 100 000 signatures, je dois trouver un rapporteur en lien avec ma commission. Nous devrons désigner un rapporteur et ensuite nous aurons un vote en commission pour savoir si nous examinons cette pétition. Et à 500 000 signatures, ce qui est tout à fait probable maintenant, ça veut dire qu'il y aura, à la demande d'un président de groupe ou du président de la commission, en l'occurrence moi-même, un débat en séance à l'Assemblée nationale. Je vous l'annonce dès maintenant. Évidemment, s'il y a les 500 000 signatures, je demanderai ce débat à l'Assemblée nationale. J'ose espérer que personne ne s'y opposera. Justement parce que nous n'avons pas pu avoir ce débat en hémicycle dans l'Assemblée nationale, puisque à l'époque, le bloc macroniste, en alliance avec l'extrême droite, s'était débrouillé pour qu'il n'y ait pas de débat dans l'hémicycle et dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils avaient voté une motion de rejet contre leur propre texte pour zapper la case débat en hémicycle. Parce qu'ils n'avaient pas très envie, évidemment, que, on met sur la place publique, sans doute, tous les débats autour de cette loi. Et ils voulaient en réalité que cette loi passe le plus rapidement possible et sans trop de bruit. La problématique de cette loi, Aurélie Trouvé, c'était de placer les agriculteurs français dans une situation on va dire, défavorable par rapport à celle de leurs collègues et de leurs confrères européens. Vous comprenez ça, cette problématique, on va dire, d'inéquité? Alors, pour ma part, en plus, je suis agronome, je travaille sur les questions agricoles depuis 25 ans, donc je comprends tout à fait, mais on peut tout à fait faire autrement. D'abord, il faut savoir que les agriculteurs et les salariés agricoles sont les premières victimes des pesticides. Combien d'agriculteurs sont victimes des pesticides, premièrement? Deuxièmement, on peut faire autrement, c'est-à-dire protéger aux frontières les agriculteurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de produit agricole qui est traité avec ce pesticide interdit en France, qui rentre en France. Vous comprenez? Donc ça permet de protéger les agriculteurs, puisqu'on ne fait pas rentrer, par exemple, des betteraves qui seraient traitées avec l'acétamipride. Et par ailleurs, encourager, soutenir les agriculteurs pour mettre en place des alternatives, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, dans la recherche et le développement, et moi-même j'étais scientifique, et je sais qu'il existe des alternatives déjà prêtes ou qui seront prêtes dans quelques semaines ou quelques mois. Donc il faut soutenir aussi les agriculteurs pour qu'ils adoptent ces alternatives qui sont en gros de la lutte biologique, qui ne passent pas par des produits chimiques dangereux. La remise en cause du libre-échange au sein même de l'Union européenne, aux frontières nationales, ça serait réaliste, envisageable, c'est possible selon vous? Ça a même déjà été décidé. Il y a longtemps, il y a 10 ans, on avait décidé de ne plus importer des cerises traitées avec un pesticide qui s'appelle le diméthoate et qu'on avait interdit en France. Donc c'est juste une question de volonté politique. Bien sûr, on peut taper du poing sur la table et dire non, nous n'importerons plus de produits qui sont interdits en France, qu'il est interdit de produire en France. Et c'est normal, évidemment qu'il faut empêcher la concurrence déloyale. Et je crois que c'est le meilleur moyen de protéger les agriculteurs, de les soutenir et de les faire aller vers cette bifurcation agroécologique. Et je vais vous dire, la plupart des agriculteurs veulent la faire, cette transition agroécologique. Seulement, il faut leur en donner les moyens. Donc, il faut avoir le courage politique de les protéger commercialement et le courage politique de les soutenir pour qu'ils adoptent ces nouvelles façons de faire qui sont qui relèvent de l'agroécologie. Pourquoi? Pour protéger la santé des êtres humains et même protéger l'agriculture. Parce que savez-vous que ce pesticide, l'acétamipride, il est nommé pesticide tueur d'abeilles. Et savez-vous que tous les apiculteurs, c'est-à-dire tous les producteurs de miel, sont contre cette loi et la réautorisation de l'acétamipride? Effectivement, oui, ça a été pour l'écosystème, effectivement, ça a des conséquences néfastes, effectivement. Merci beaucoup, merci Aurélie Trouvé.
Vous êtes présidente LFI de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Félix Mathieu pour votre info en plus. Eh bien, tout de suite, c'est l'heure de l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. C'était la 13e étape, le grand contre-la-montre en montagne, Loudanvielle-Péragudes. Seulement 10 km 900, une montée sèche, pyrénéenne et violente. Un format d'étape rarement vu dans l'histoire de la grande boucle, Pascal Chanteur. Est-ce que vous êtes satisfait du spectacle sur 10 km 900 ? Alors d'aucuns pourraient dire, ah bah là, cette fois-ci, je pourrais la faire. Non, parce que la montée de Péragudes, c'est quelque chose. Hein. Pascal n'est pas là pour l'instant. On a un petit problème. Alors, en attendant que Pascal revienne, on va vous dire que la victoire d'étape est revenue à Tadej Pogačar une nouvelle fois. Donc Pascal, ma question c'était ce format qui était pratiquement inédit, est-ce qu'il a accouché d'un beau spectacle ? Bah écoutez, bis repetita on dira. Hein. Hier Pogačar, Vingegaard. Bien aujourd'hui Pogačar, Vingegaard, les places ne changent pas et les jours se suivent. Pogačar a à nouveau assommé l'épreuve de ce jour, contre la montre individuelle en montée. On avait vu toutes ses qualités hier, et bien aujourd'hui il a démontré une nouvelle fois que c'était l'homme fort du moment lors de cette deuxième semaine du Tour. Ouais, alors il a monté Péragudes, donc une montée sèche sur 8 km précisément, parce que le contre-la-montre fait 10 km 900 à 28,431 de moyenne. C'est un effort incroyable. Oui, écoutez... Pascal, allez-y, on vous a retrouvé, Pascal. Oui, vous nous disiez donc. Et, excusez-moi, je suis en plein sur la route du Tour de France, c'est pas évident. Non, juste pour vous dire que Pogačar, on connaît ses qualités de puncher, surtout en montagne où il est capable de changement de rythme. Voilà, ça passe pas. Bon, alors ce qu'on va faire, on va juste vous faire un petit point sur les Français. Le premier Français, c'est Lenny Martinez, 9e. Kevin Vauquelin, le premier au général des Français, lui termine 11e de l'étape et perd une place au classement général. Je vous donne vite le classement général. Tadej Pogačar compte 4 minutes 7 d'avance sur Vingegaard et 7,24 sur Evenepoel. Suivent Lipovic, Hanley et le Français Kevin Vauquelin qui est 6e avec un retard de 8 minutes 15. Merci Frédéric, merci Pascal Chanteur. Ne manquez pas d'ailleurs les vraies voix du Tour de France, c'est à 19h, c'est présenté par Frédéric Brindel, mon co-animateur qui sera tout seul pour en parler avec en invité d'honneur le double vainqueur de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle. Allez, dans un instant, ce sont laissez le tour de table des vraies voix. Donc surtout, restez à l'écoute. Sud Radio, c'est votre radio. On est content d'être avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h29 sur Sud Radio. On vous rappelle nos vraies voix. Ah oui, quelle vraie voix, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Vous êtes là ? Toujours là. Ah, génial. Et puis Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Fringant ? Sir, yes sir. Le micro marche. Allez, c'est le tour de table des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, c'est qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non! Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Votre sujet, Samuel Botton, il est génial, notre jingle. Le bilan de la France des 40 dernières années et les gouvernances politiques qui nous mènent à cette situation. C'est du lourd, hein? Ça a été un peu dévié par notre auditeur Baptiste. Alors, je commencerai ainsi en disant... Nous n'attendions rien de François Bayrou, nous sommes quand même déçus et les limites de l'abject ont été repoussées. Et sur ça, je m'explique, c'est en l'occurrence ce récit de la France qui n'aime pas travailler, qui nous est servi depuis des années et qui consiste à rejeter sur les Français la responsabilité de la situation actuelle. Je dirais à monsieur Bayrou que sur les 40 dernières années, la France et les gouvernements qui l'ont représenté ont systématiquement raté les virages qui s'imposaient à eux. Je pense notamment à celui de la privatisation qui a été un échec. Une privatisation ne répond jamais à une logique d'objectif, ça répond plutôt à un impératif budgétaire. Je pense au traité de Maastricht. Alors l'Europe est une très bonne chose, je l'ai déjà dit, mais la manière dont ça s'est mis en place les années d'après et sur les dernières années que nous avons connues, ce n'est pas la bonne méthode. Ça nous a empêché d'avoir une véritable concurrence industrielle. Et aujourd'hui, on vient expliquer à la population que c'est à eux, entre guillemets, de mettre la main au portefeuille et essayer de combler les déficits que nous avons en essayant de sucrer des jours fériés. Alors forcément, j'ai envie de répondre à monsieur Bayrou, non,
ce n'est pas forcément l'analyse qu'il faudrait avoir apportée sur ces problématiques-là. Et j'ai envie de dire au peuple de gauche, à vous de trouver un contre-récit qui soit aussi puissant que celui les Français n'aiment pas travailler, pour pouvoir remettre de l'équité dans ce débat et pouvoir sortir par le haut de cette question sur la gestion des comptes publics. C'est vrai que depuis 1975, la dette publique est en déficit, et puis ça progresse sous chaque président. Sous Macron, on est à plus 862 milliards d'euros de 2017 à 2023. Mathieu Davy, effectivement, on a l'impression que ça s'arrêtera pas, quoi. C'est vrai, c'est un peu un monde sans fin ou un jour sans fin, je ne sais pas comment on peut le qualifier, qui est assez effrayant. Il faut ne serait-ce qu'inverser la machine, c'est même plus tellement une question de faire des milliards d'économies, c'est au moins d'arrêter le siphonnage des comptes et puis de donner l'impression aux Français qu'on est totalement incapable. Je pense que le ressentiment des Français est extrêmement lié à cette histoire de la dette, parce qu'elle fait passer le personnel politique pour des incapables, voire des personnels dangereux. Alors vous avez la parole, vous la gardez, vous, il y en a une qui vous énerve, Mathieu Davy, c'est Sandrine Rousseau, avec ses propos sur les agriculteurs. Et vous n'êtes pas le premier que ça énerve cette semaine dans les vraies voix. Ouais. Alors, comment biaiser... Elle a dit, pour rappel, pour les auditeurs et les auditrices, j'en ai rien à péter de leur rentabilité. En parlant des agriculteurs. Voilà. On en parlait tout à l'heure des pesticides. Comment biaiser un sujet aussi important et aussi vital justement pour la défense écologique, et pas que, par une élue qui est censée être la porte-parole de ces combats, qui est un personnage public aguerri aux médias, qui en a même fait un petit peu sa ligne de conduite, qui se retrouve dans une interview avec une journaliste et qui ne peut pas dire autre chose face à cette question des pesticides. J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. On a eu une argumentation d'Aurélie Trouvé qui se tenait, qui était détaillée précédemment. Et mais là, pour elle le aime coup, bien ça les marche. petites phrases choc, Sandrine Rousseau, comme vous dites. C'est aussi pour créer le buzz qu'elle dit ça. Sauf que là, elle joue contre son camp. C'est un but contre son camp, comme diraient les jeunes. C'est tellement stupide, tellement offensant vis-à-vis des agriculteurs eux-mêmes, qui sont d'ailleurs eux-mêmes exposés à la question des pesticides, que c'est à ne rien comprendre. Et là, pour le coup, ces politiques qui nous répètent à longueur de journée que la parole publique ne doit pas monter les Français les uns contre les autres, qu'elle ne doit pas brutaliser le débat public. Et elle en est d'ailleurs, elle, souvent victime. Elle s'en plaint d'être elle-même parfois pourchassée dans le débat public. Elle s'y soumet d'une manière que je trouve totalement... Elle la renforce. Elle la renforce. Ouais. Et je trouve que brutaliser les agriculteurs, quand on sait qu'on a un suicide tous les 3 jours, quand on connaît leur précarité, quand on connaît le bien commun qu'ils représentent dans la société, le service public de l'alimentation, je trouve que c'est vraiment pathétique, et ça décrédibilise complètement la parole d'une élue de ce poids, du rôle qu'elle peut avoir dans la vie publique, et je crois que quand on est écologiste, on doit être totalement dégoûté de cette sortie, et je n'ai pas vu le début d'une excuse. Alors en plus, Samuel Botton, le 11 juillet à Blois, il y a des tracteurs qui ont débarqué devant la permanence d'Europe Écologie Les Verts suite aux propos de Sandrine Rousseau. Donc grosso modo, elle a cherché, elle a trouvé, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est pas forcément les bonnes réponses à apporter. Je vous dirais ce que j'avais dit à Emmanuel Abramovix quand on avait débattu ensemble sur Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de donner l'heure au fou du bus. En l'occurrence, Sandrine Rousseau, je ne compte plus les cabales qu'elle a lancées, les propos polémiques qu'elle a pu avoir. Il y a une part de bon dans son travail et dans certaines prises de parole lointaines. Mais aujourd'hui, je ne peux plus accorder aucun crédit à ce type de sortie et de personnalité. Bon. Merci messieurs. Dans un instant, c'est votre coup de projecteur. À Nice, la promenade des Anglais, limitée à 50 km/h, connaît de nombreux excès de vitesse avec 15 décès depuis 2023, poussant les autorités à durcir les sanctions. Désormais, tout dépassement de plus de 50 km/h entraîne une garde à vue immédiate avec des contrôles intensifiés ayant déjà conduit à plusieurs suspensions de permis. La préfecture veut ainsi envoyer un message fort pour protéger les usagers et de réduire les accidents. Certains roulent comme des fous. Alors, c'est comme à l'école, toute la classe est punie. Ce sera 30 km/h pour tout le monde en vide. 80 sur les routes de campagne. Bilan de la situation, mieux vaut limiter le risque à tout prix ou brider d'urgence les chauffards. Vu comme ça, on se pose la question, quelle décision prendriez-vous, les auditeurs de Sud Radio? Dites-le à l'antenne si vous deviez limiter la vitesse. Notre question, faut-il encore limiter la vitesse sur les routes? Puisqu'on le sait, la vitesse tue. Et nous sommes avec Christophe Ramon, qui est porte-parole de l'association Prévention Routière. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bonsoir.
Alors Christophe, question simple, réponse courte s'il vous plaît. Une mesure proportionnée et efficace, cette histoire de limitation pour vraiment améliorer la sécurité routière, ou surtout est-ce un risque de créer des tensions supplémentaires avec les automobilistes ? C'est améliorer la sécurité et apaiser les tensions, bien au contraire. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise. C'est bien parce que ça lance bien le débat. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait. Vous restez avec nous, Christophe. Et vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le coup de projecteur. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous allons avoir le plaisir dans un instant de regarder notre débat avec le prisme des deux vraies voix. Et ces deux vraies voix, elles sont exceptionnelles. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, qui a plein d'idées. Et puis Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle, qui a plein de sensibilités. Qui va gagner, on ne sait pas. Est-ce qu'on doit gagner quelque chose ? C'est ça la question. J'ai bien dit, je ne sais pas. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À Nice, les autorités ont décidé de frapper fort face au comportement dangereux sur la promenade des Anglais, l'un des axes les plus emblématiques mais aussi les plus accidentogènes de la ville. Sur cette voie à double sens avec 6 voies de circulation, la vitesse est pourtant limitée à 50 km/h. Depuis 2023, 15 personnes y ont perdu la vie, dont 4 depuis le début de l'année. Face à cette hécatombe, la préfecture a décidé de sévir. Désormais, tout conducteur qui dépasse justement ce 50 km/h, la vitesse autorisée, il sera placé en garde à vue, figurez-vous, immédiatement. Les contrôles s'intensifient en 2 heures. 95 véhicules ont été contrôlés, 45 procès-verbaux dressés, 4 permis suspendus, un radar temporaire installé Fargé a déjà flashé plus de 3000 fois. Pour la préfecture, on l'a compris, le message est clair, il faut choquer pour responsabiliser et enrayer l'engrenage mortel de la vitesse excessive en zone urbaine. 90 ou 80, 50 ou 30, 130 ou 110 km/h. Le danger pousse les décideurs à toujours baisser plus la vitesse. Bilan de l'opération, on n'avance plus sur les routes. Le temps passé en voiture dépasse les bornes. C'est drôle ça. Oui. Ouais, merci. Donnez-nous votre point. C'est 18h41, ça y est, il pète les plombs. Donnez-nous votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Nous vous posons la question. Faut-il encore limiter la vitesse sur les routes ? Eh bien, vous dites non à 83%. Mais sinon, ça va, Frédéric Brindel ? Ça va bien. Ok. Alors, on est avec Christophe Ramon, qui est porte-parole de l'association Prévention Routière. Vous êtes avec nous, Christophe, Alors, oui, vous avez commencé à nous expliquer qu'en fait, cette mesure, elle est tant efficace pour améliorer la sécurité routière que pour détendre et faire tomber, pour vous, les tensions entre automobilistes ou avec les automobilistes. Oui, tout à fait. À l'association Prévention Routière, on a un label qui s'appelle Ville Prudente, qui réunit plus de 500 communes. Et tous les élus nous disent que vraiment les deux enjeux de sécurité routière sur les communes, c'est la vitesse et la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Alors bien sûr, il y a les contrôles, mais pas que. Il y a aussi les aménagements, l'organisation des flux de circulation, du stationnement. Donc il y a plein de mesures qui permettent d'agir concrètement pour la sécurité des habitants. Alors Christophe Ramon, je pense qu'on soit tous d'accord au début. Oui, effectivement, dans la mesure où c'est dangereux, il faut limiter la vitesse. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, ouvrons le débat parce que c'est le but du jeu. Ceux qui font des très gros excès de vitesse, parce qu'il y a du 130 km/h sur la promenade des Anglais, ce sont des fous, on est d'accord. Mais est-ce que ça nécessite, pour lutter contre une minorité de fous, d'obliger la majorité à rouler très doucement et de perdre un temps monstre, Samuel Botton ? C'est ce qu'on appelle la méthode dure, mais à la limite, elle ne me dérange pas. Ce que je déplore, c'est effectivement le manque d'harmonie qu'il peut y avoir sur les limitations de vitesse. Je me mets à la place d'une personne qui a le permis de conduire. Ça peut aller de 30 à 40, 50, 60, 70, 80, jusqu'à 130. Et effectivement, s'y retrouver, ça n'a pas de sens. Ça m'amène aussi à une autre question et un débat qu'on a eu dans les vraies voix. C'est comment on aborde la question routière du point de vue des grandes villes et comment on l'aborde du point de vue des petites villes. Donc moi, je prends régulièrement l'exemple des grandes capitales européennes qui ont trouvé une vraie transition vers les mobilités douces et qui ont réglé le problème. Si on s'applique à Paris, pour en avoir débattu avec de nombreuses vraies voix en off,
Moi, au début, je m'étais insurgé contre le périph' à 50 km/h. Quand ça a été mis en place, on ne peut pas circuler 4 voies, c'est pas possible. 4 voies. Vous doublez comment sur 4 voies? Alors, je vous explique. Au début, j'étais comme vous, je n'y comprenais rien. Moi, j'y comprends tout, c'est tous les jours. Force est de constater que ça a quand même fluidifié le périph' parisien. Non. En tout cas, à mon niveau, je vous dis ça dépend à quelle heure, j'ai envie de dire. Alors, je vous parle de 17h, 19h. Oui, c'est un peu l'enfer. Et du matin. Donc, ça a permis au moins de fluidifier le périph' parisien. Ça a permis de réduire les accidents. Et donc, la question, c'est pas est-ce qu'il faut faire moins de vitesse, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux de vitesse. Aujourd'hui, expliquer à tout le monde qu'il va falloir rouler à 30, je pense que c'est contre-productif. Par contre, amener des enjeux, faire de la pédagogie et essayer de pallier à ces problématiques-là, oui. Enjeu, pédagogie, pallier aux problématiques, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Samuel Botton. Donc finalement, vous par exemple, Mathieu Davy, vous êtes aussi pour le périph' à 50 km/h ? Alors, je me prononcerai pas tellement pour le périph'. J'aimerais parler justement en dehors de Paris. Ouais. Rappelons quand même que le passage de 90 à 80 a épargné une cinquantaine de vies l'année dernière, et c'est donc 50 familles. C'est quand même quelque chose dont il faut parler, et la vitesse reste le premier risque de mortalité par la route. Après, effectivement, je pense qu'il y a une injustice en vérité autour de tout ça. Comme toute mesure globale, elle ne fait pas dans la nuance, et notamment aujourd'hui avec les véhicules électriques ou les nouveaux véhicules qu'on peut avoir, qui sont quand même beaucoup plus maniables, beaucoup plus sécurisants. C'est vrai qu'on n'a plus les mêmes enjeux peut-être de brider les véhicules, notamment avec les véhicules électriques. On n'a plus la question de la pollution. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut réguler sa conduite en ville ou en dehors grâce à ces véhicules. Donc c'est vrai que pour moi, il y a aussi un autre débat, c'est qui conduit et dans quel véhicule. C'est ça. Ouais. Christophe Ramon, il faut savoir aussi qu'effectivement, en fait, il y a quand même plein de conducteurs qui ont fait un petit excès de vitesse, peut-être, 60-70 km/h, qui sont retrouvés placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, qui ont fait cet excès sur la promenade des Anglais. Bon, c'est pas excessif, justement, de mettre les gens en garde à vue? Ce que j'ai compris, c'est que les gardes à vue sont réservés à des personnes qui commettent des grands excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Alors justement, Christophe Ramon, qui sont ces gens-là? Voilà. Parce qu'on voit effectivement des gros cylindrés rouler comme des fous, et on a l'impression qu'ils se prennent des flashs et qu'ils paieront jamais les amendes. Celui qui roule à 60 à l'heure sur le périphérique en 4e file, lui, il prend cher aussi. Est-ce que vous avez un portrait robot de ces fous de la route, Christophe Ramon? Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, si je vous donne les caractéristiques, beaucoup de gens ne se retrouveront pas dans le fait de faire de la vitesse, mais on sait par exemple que les grandes infractions de vitesse sont plutôt liées à des jeunes conducteurs hommes. Voilà, donc on a des profils typiques, mais ça ne prédit pas qu'un jeune homme, par exemple, va ne pas respecter les limitations de vitesse. Les voitures volées, immatriculées en Pologne, en Allemagne, c'est connu ça, Samuel Botton. C'est connu pour des questions de TVA plutôt. Ouais, non, arrêtez. Vous savez très bien qu'on peut louer ces voitures. Oui. Monsieur Ramon disait, il y a des jeunes hommes. Les contreventions, et si vous passez entre les gouttes du filet, tant mieux pour vous. On est d'accord. Bon, merci. Après, voilà. Mais après, c'est-à-dire qu'à cause de ces gens-là, en fait, on va limiter la vitesse. On est sur une part minoritaire, c'est-à-dire les gens que vous m'évoquez, ça doit représenter peut-être 1 ou 2% du trafic global routier français. Ouais, mais les 20 morts dont on parlait, c'est eux. Certes, mais les 98% qui restent et sur lesquels il faut avoir une régulation de la vitesse, amener de meilleures pratiques au volant, ça reste une question qui est sur la table. Mathieu Davy. Moi, je vous pose la question de repasser le permis tous les 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. C'est un sujet qu'on n'ose pas en France mettre sur la table parce que c'est une liberté d'avoir son permis, de l'utiliser, d'avoir son permis à vie. Sauf que dans d'autres pays, ça existe. Peut-être pas repasser un permis, mais d'avoir des contrôles. Et je ne dis pas ça que pour les anciens. Je dis qu'il y a aussi des mauvaises pratiques qui se mettent en place. Ceux qui font les gros excès de vitesse ont tous un permis, j'en suis pas sûr. En plus, mais il y a ça aussi. Mais je trouve qu'en fait, c'est pas juste parce qu'il y a de très bons conducteurs français qui pâtissent, je pense, de toutes ces réglementations du fait de mauvais conducteurs. C'est ça, on est d'accord. Il y a aussi un nouveau sujet qui est mis en place depuis 2021, ce sont les 400 notamment voitures radars privées qui circulent en France, qui sont équipées de radars de caméras, qui automatisent les contrôles routiers sans intervention humaine. Il y a eu plus de 200 000 contrôles réalisés via ces véhicules. Christophe Ramon, ça a vraiment changé les choses aussi, on imagine. Alors le fait d'avoir le sentiment de pouvoir être contrôlé, ça agit sur le comportement.
Donc ça modère plutôt les vitesses, effectivement, mais c'est pas la seule mesure, hein. Elle n'est pas suffisante en elle-même. Il faut vraiment agir sur tout un tas de paramètres comme l'aménagement, les limitations de vitesse, la sensibilisation des conducteurs. Et nos forces de l'ordre qui sont déjà débordées, est-ce que vous pensez pas que c'est un sujet en trop pour eux ? Non, mais c'est un sujet essentiel. Les accidents de la route, hein, chaque année, c'est plus de 3000 morts et plus de 100 000 blessés, 130 000 blessés. Donc vraiment, on a un enjeu à la fois humain, de santé et économique qui est extrêmement important. Oui, bien sûr. Sur les raisons des accidents, alors vous le dites effectivement, Christophe Ramon, il y a cette vitesse excessive, il y a aussi pour beaucoup des incivilités, doublées par la droite, pas mettre de clignotant, il y a aussi tout ça. Alors les principaux facteurs d'accidents mortels, les plus graves, hein, c'est une vitesse inadaptée ou excessive, c'est aussi l'alcool. C'est également d'autres facteurs comme la drogue, les stupéfiants, la consommation de drogue. Vraiment, on est sur des comportements infractionnistes et très dangereux, effectivement. Bon, alors c'est quoi l'avenir, Samuel Botton ? Alors, je suis très content, Monsieur Ramon, que vous ayez dit ce que vous avez dit. Aujourd'hui, qu'il puisse avoir un seuil de tolérance à l'alcool au volant, je trouve ça inadmissible. Vous l'appliquez sur l'alcool, on peut l'appliquer sur les drogues, sur tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, permettre à des gens de prendre le volant avec 0,26 grammes d'alcool dans le sang, déjà c'est un problème. Et ça serait une première mesure sur laquelle il faudrait travailler. Voilà. Mathieu Davy, une fois qu'on s'occupe des autres questions de la vitesse, on peut relativiser aussi la problématique de la vitesse. Parce qu'on ne peut plus rouler aussi. Bien sûr. D'ailleurs, ça fonctionne souvent ensemble. Hein. La vitesse est souvent un facteur aggravé par la prise de stupéfiants ou d'alcool. Donc, si déjà on s'attaque à ces problèmes de santé publique, on pourra éliminer naturellement les problèmes du conducteur, je dirais, à jeun et responsable. C'est quand même la très très grande majorité des Français. Enfin, l'alcool a mieux survécu que la cigarette et d'autres problématiques dans le débat public sur ce qu'il faudrait. Mais pardon, Samuel Botton, si vous buvez un verre de vin, vous considérez qu'après vous pouvez pas prendre le volant ? Je considère que vous n'avez pas à prendre le volant quand vous avez bu un verre de vin, une bière, un spritz, tout ce que vous voulez. Comme en Suède. D'accord. Tolérance zéro. Ah, en Suède, c'est tolérance zéro. Et vous, d'ailleurs, Christophe Ramon, vous seriez pour la tolérance zéro aussi, comme le disent nos deux vraies voix ? Notre message, c'est de dire que l'alcool est totalement incompatible avec la conduite. Oui, c'est déjà le zéro tolérance existe déjà pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de transport en commun. Bon, écoutez, c'est un sujet dont on aurait pu continuer à parler pendant bien longtemps. On vous remercie, Christophe Ramon, d'être venu partager avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Prévention Routière. Merci aussi à nos deux vraies voix, Frédéric. Ah oui, ils étaient bien. Moi, je les aime bien tous les deux. Ah bon ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Samuel Botton. Samuel Botton, vous êtes expert en communication chez Step Conseil. Merci d'avoir partagé avec nous ce soir. Et puis Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Merci à vous aussi. À vous. Dans un instant, c'est les chroniques, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Puis juste après, à partir de 19h, ne manquez pas les vraies voix du Tour de France. C'est avec Frédéric Brindel. J'aime bien lui. Voilà. Ouais. Ah bon ? C'est pas vrai. Lui aussi, vous l'aimez bien. Dis donc. Avec Duclos Lassalle, Federico Bartho, chanteur, et Manu Hubert, le manager de Vauclin. Un sacré peloton. Bravo, Frédéric. Allez, rendez-vous à 19h. À tout de suite. À tout de suite.